Fresh Morning. Fresh Morning. Vous êtes sur Urban FM 104.5, la station urbaine, et vous écoutez le Fresh Morning. On vous l'a dit que nous avons dans le studio le porte-parole de la présidence, Monsieur Jesse Elaïkoga. Je suis avec Mosley. Mosley, bonjour. Bonjour Dafresh, bonjour tout le monde. Comment tu vas ce matin? Ça va très bien. Monsieur le porte-parole, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avec vous, on va parler de la task force. Tout à fait, merci de me recevoir. Ça a parlé beaucoup dans les médias. C'est quoi exactement une task force, avant de parler de votre task force? Alors, une task force, c'est une équipe de spécialistes qui est montée pour traiter d'un sujet précis. Sur la task force dont on va parler ce matin, c'était sur la dette intérieure, qui est un pan important et essentiel de l'économie, parce que ça joue notamment sur tout le tissu entrepreneurial national. Qu'est-ce qui a déclenché l'initiative? On a eu auparavant plusieurs audits qu'on pourrait qualifier d'inventaire. Il y a eu un audit qui a été fait avec Price, et ces audits étaient faits sur pièce. Pour dire les choses de façon très simple, on vérifiait si toutes les personnes qui réclamaient une dette avaient toutes les pièces administratives qui allaient. On va dire le bon de commande, est-ce que le marché avait été, le bon de livraison, et entre guillemets la reconnaissance de dette de l'État. La volonté du président de la République, qui a créé cette task force sur décret il y a quelques mois, c'était de s'assurer que la dette présentée était une dette réelle. À l'époque, on parlait à peu près de 700 milliards de francs CFA. Aujourd'hui, on est à 440 milliards de dettes annulées sur à peu près 650 d'audités. Donc, ce qui montre qu'il y avait un intérêt à mettre en place cette task force, qu'il y avait ce besoin de vérification complémentaire. Comme je dis, par rapport aux anciens audits, on allait beaucoup plus loin. Les équipes avaient différents types de spécialistes. On avait des commissaires aux comptes, on avait des membres des régies financières, que ce soit les impôts, la douane, le trésor, le budget. On avait aussi des experts dans les travaux publics pour pouvoir vérifier si les différents marchés qui avaient été passés avaient été réalisés, bien réalisés, en accord avec le cahier des charges. Et enfin, on avait aussi l'agent judiciaire de l'État et le procureur de la République pour la partie, malheureusement, justice. Pourquoi une telle initiative en plein Covid et en plein grève des régies financières? Parce que la volonté du président de la République et la volonté de l'État, c'est de tenir ses engagements. La volonté première, c'est de se dire on doit avoir une dette qui est réelle. L'État veut payer ce qu'il doit, mais ce qu'il doit réellement. Le meilleur exemple, c'est ce qui a été fait. On a eu l'audit, on a eu toutes les dettes de moins de 70 millions qui ont été certifiées. Et du coup, l'État a tenu ses engagements et on a débloqué 4 milliards, qui a permis de donner cette bouffée d'air, de donner un coup de pouce aux entreprises nationales qui avaient une dette par rapport à l'État. Donc la première volonté, c'est de tenir les engagements, mais il faut que les engagements soient réels. Il ne faut pas qu'il y ait de surfacturation. Il ne faut pas qu'il y ait eu de détournement. Il faut que le travail ait été fait et bien fait. Parce qu'on parle de deniers publics, on parle de l'argent des contribuables, on parle de l'argent des Gabonaises et des Gabonais. Et pour ça, face à une dépense, il faut qu'il y ait un rendu. Et ce rendu-là, il permet d'améliorer les conditions de vie des Gabonais, etc. Mosley, j'ai juste une question. Vous parlez de dette réelle. Oui. Vous l'avez répété plusieurs fois, il faut que l'État paye la dette réelle. Et là, on a une task force pour s'assurer que tout ce qu'on réclame, donc près de 700 milliards qui étaient réclamés à l'État, était réel. Oui. Mais j'ai envie, en fait, de vous demander, est-ce que ce système-là, on va le faire à chaque fois qu'il y aura une dette intérieure? Est-ce qu'on a essayé de comprendre à quel niveau le système a failli? Parce que je veux dire, s'il y a une facture qui arrive de 200 milliards qui concerne par exemple la construction d'un établissement dans un coin quelque part, comment cette facture arrive sur une table, rentre donc dans un système où on dit à l'État de la payer quand il faut envoyer une facture, un bon de commande et surtout un bon de livraison qui sous-entend que la personne qui reçoit la facture et les personnes qui travaillaient sur ce projet sont allées sur le terrain et ont certifié que le travail a bien été fait. Parce que, à mon sens, j'ai l'impression qu'on prend le problème en fait en fin de parcours, quand on peut peut-être le comprendre dès le début. Est-ce qu'il y a des sanctions qui sont prévues aussi pour ces personnes qui ont laissé passer ces factures-là, peut-être parce qu'elles avaient des intérêts? Alors, vous avez, dans votre question, amené la première réponse. Le cas sur de nombreux dossiers qu'on a eu à voir, et c'est malheureux, c'est qu'il y a eu des complicités ou des personnes indélicates, que ce soit au niveau des entrepreneurs ou que ce soit au niveau de certains hauts fonctionnaires et agents publics. Maintenant, comment on fait pour que ça n'arrive plus ?
La volonté politique contre le détournement de biens publics, la corruption, etc., elle a toujours été là. Et dernièrement, le président a encore musclé tous les outils. On a le retour de la Direction générale des marchés publics qui va s'assurer que la commande publique soit bien faite, qu'il y ait des appels d'offres, qu'il n'y ait plus de gré à gré, que les entreprises qui soumissionnent et qui gagnent ces marchés-là apportent quelque chose à la société. On va avoir aussi le fait de favoriser les entreprises nationales. Donc il y a par exemple la Direction générale des marchés publics. Il y a eu le renforcement de l'agence d'investigation financière qui permet aussi de regarder tous ces aspects-là. Et dernièrement, on a eu la création de l'Agence nationale de vérification et d'audit qui va amener ce contrôle en amont pour qu'on n'arrive plus à ces situations-là. Maintenant qu'on est à ces situations, il y avait cet audit sur l'audit de la task force sur la dette intérieure qui était important pour avoir la dette réelle, qui est le travail qui est en train d'être bouclé. Et ensuite, sur les sanctions, c'est maintenant la partie de la justice. Je vous disais, dans la task force, on a l'agent judiciaire de l'État qui va pouvoir porter plainte. On a le procureur de la République qui est aussi présent. Donc maintenant, le but avant tout, c'était de pouvoir traiter tous ces dossiers, avoir une dette réelle et ensuite avoir le maximum d'éléments qu'on puisse transmettre à la justice pour qu'elle puisse faire son travail. Et la sanction arrivera. Il y a quand même un élément important qu'il faut souligner dans ce qui est présenté ici, parce qu'on parle de la task force et vous avez dit en tout début qu'il y avait eu des inventaires auparavant. Donc on peut constater qu'il y a eu des audits, notamment d'un certain nombre de cabinets. Vous avez d'ailleurs cité le cabinet Price. Qu'est-ce qui fait en sorte qu'on se retrouve avec un cabinet à la hauteur de Price qui a une renommée internationale et que ces éléments que vous mettez à nu aujourd'hui au niveau de la task force n'aient pas pu être relevés par cet organisme? Bon, il faut voir. La task force qui a été faite, ce n'est pas une remise en cause du travail de Price. Comme je le disais au début, il y a eu une différence de méthodologie. La République gabonaise a demandé un travail spécifique à Price. On lui a dit recenser toute la dette intérieure et les personnes qui ont les documents administratifs. C'est pour ça que je parlais d'audit sur pièces. C'est là la différence. C'est-à-dire que Price, on lui amène, on lui dit voilà, la personne doit amener, comme je le disais, le bon de commande, la facture, le bon de livraison. Si Price a ces 3 documents où la personne qui fait l'audit, elle signe, elle dit c'est bon, j'ai tout rempli. Maintenant, la différence, c'est vraiment cette équipe pluridisciplinaire qu'on a apporté dans la task force. C'est le fait d'aller sur le terrain. C'est le fait de regarder. Creuser en fait. Voilà, d'aller creuser. De savoir, si ça a été fait. Parce que je vais prendre quelques exemples pour que les personnes puissent bien s'illustrer un peu la situation. Vous avez des gens, par exemple, qui vont vous réclamer une dette de 5 milliards parce qu'ils ont eu un marché sur un immeuble, par exemple. Le monsieur vient, il vous réclame 5 milliards. Vous faites des vérifications, vous vous rendez compte que la personne, par exemple, n'a que remblayé le terrain. Donc il a dépensé 200 millions. Ces 200 millions-là, on va lui payer. Mais il ne peut pas réclamer l'ensemble de la dette à l'État. Vous voyez? Et c'est là aussi. On a aussi d'autres exemples où vous allez avoir un marché de route où la personne, on va dire qu'il y a 3 couches de bitume dans le marché, il va en faire qu'une. On ne va pas lui payer le coût des 3 couches. S'il n'a pas fait les caniveaux, on ne va pas lui payer les caniveaux. Donc c'est là où on a creusé et c'est là où on voit des différences qui sont importantes entre les marchés qui n'ont pas du tout été faits et où la dette est réclamée, des marchés qui ont été faits de façon partielle et des marchés où il y a eu des malfaçons, etc., etc. Mais monsieur le porte-parole, les entrepreneurs aussi, ils ont leur grève qu'ils portent à l'État, que l'État gabonais a toujours été un mauvais payeur, l'État gabonais a toujours demandé de préfinancer des projets qui, à la fin, ils n'ont pas payé. L'État gabonais, c'est vrai que vous allez me dire que c'est des petits marchés, mais il y a des marchés où, parce qu'un gars est là à un poste, il enclenche un marché et puis quand on le change, il ne paye pas l'entreprise alors que l'entreprise avait déjà travaillé. Et le nouveau DG qui arrive dit « Ah non, moi, ce n'était pas mon dossier, je ne peux pas m'engager. » Nous, par exemple, on a perdu de l'argent comme ça. Je reprends cet exemple-là. Vous avez d'abord comment vous avez obtenu le marché. Si on a une dette intérieure aujourd'hui qui est de 700 milliards et qui a 440 sur 650, c'est qu'il y a eu des marchés où il y a eu des problèmes. Vous comprenez? Moi, si je suis DG et que le marché qui a été donné par l'entité que je représente aujourd'hui, il n'y a pas eu l'appel d'offres, ça a été du gré à gré, les montants ont été surévalués, le travail a été pas fait ou mal fait, etc., je vais avoir une crainte de m'engager là-dessus. Vous
comprenez? Donc il y a d'abord cette notion-là. Ensuite, c'est ce que je vous disais en début, la volonté de l'État, c'est de tenir ses engagements. Quand la dette est réelle, l'État doit payer. Et c'est ce qu'on a fait, ce que je vous disais, sur les dettes de moins de 70 millions. C'est ce qu'on fera sur les autres dettes qui seront validées par la task force, où on ira, en fonction des disponibilités, en fonction des marges de manœuvre qu'on va dégager, résorber cette dette au fur et à mesure. Donc il y a des sociétés qui n'ont pas fait le boulot et n'ont pas à être payées. Il y a des sociétés qui l'ont mal fait, donc qui ne peuvent pas avoir la totalité. Et il y a ces sociétés qui ont bien travaillé et qui se retrouvent pénalisées du fait de certaines pratiques. Oui. Vous voyez ? Et quand on a justement cette volonté sur la dette intérieure d'avoir une dette réelle et de payer, c'est d'abord d'éviter que les entreprises citoyennes, le jeune entrepreneur gabonais qui a eu sa société et qui a fait son travail, soit payé et soit pas juste englobé dans une espèce de grosse bulle où on dit non mais de toute façon c'est trop fort, on attend. Vous voyez ? Il a quand même également un problème de confiance ou de confiance qu'on pourrait accorder à la task force, étant donné que aujourd'hui, quand on parcourt la presse, quand on essaie un peu de lire ça et là, on se rend bien compte qu'il y a un nom qui ressort aujourd'hui, qui est celui de Pierre Douro, qui est le conseiller judiciaire de la task force, et que beaucoup aujourd'hui n'arrivent pas à accorder plus de crédibilité que ça à la task force, étant donné que lui-même a été quand même conseiller d'un certain nombre d'hommes d'affaires qui sont englués dans une situation de blanchiment ou de fraude fiscale dans un certain nombre de pays. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des gages de bonne foi qui peuvent se dégager pour les entrepreneurs, du côté des entrepreneurs, en ce qui concerne la task force de la dette intérieure? Alors, je ne peux pas m'exprimer à la place de M. Duro. Ce que je sais, c'est qu'il y a eu différents articles qui sont sortis à charge contre lui. Est-ce que les faits sont réels ou pas? Ce n'est pas à moi d'en décider. Maintenant, si M. Duro a été diffamé par différents articles de presse, il mènera les actions qu'il veut mener. Mais la précision que je vous ai donnée au début, c'est que la task force, ce n'est pas M. Duro, c'est toute une équipe. M. Duro, il y travaille, mais les commissaires aux comptes, on a le cabinet Arsène Young, on a des experts des travaux publics, on a les régies financières, on a l'agent judiciaire de l'État, on a le procureur de la République, on a tout ce qui est prestations sociales, CNAMGS, CNSS. Donc, ce n'est pas que M. Duro. Tout le travail qui est fait, si votre dette est réelle, je prends un exemple, moi si j'ai travaillé pour 100 millions et l'État me doit 100 millions, ils me paieront mes 100 millions. Que ce soit monsieur X ou monsieur Tartampion. Si maintenant vous êtes dans une situation où vous savez que vous avez eu un marché de façon un peu bancale, où vous n'avez pas fait totalement le travail, que ce soit monsieur Duro, monsieur X ou monsieur Y, vous devrez répondre des mêmes... vous devez répondre des agissements que vous avez eu à faire et vous serez sanctionné si sanction il doit y avoir. Du coup, dans ce cas précis, quelle est la nomenclature exacte de l'octroi ou de l'obtention d'un marché public au Gabon? Je dis ça parce que quelqu'un peut être directeur général d'une administration et puis il appelle un entrepreneur, un petit entrepreneur comme nous, et il nous dit est-ce que vous pouvez nous faire tel business ou telle activité, on envoie un devis, ok, devis validé, faites le travail, on fait le travail, c'est livré, c'est utilisé, et puis du jour au lendemain, mais dans ce cas précis, les personnes qui écoutent, les entrepreneurs qui écoutent, lorsqu'ils sont contactés par l'État, je veux dire, ou des administrations, voilà, qu'est-ce qu'ils doivent exactement s'attendre à voir? Est-ce que toutes les administrations, pour tous les marchés, y compris même des marchés de 2 millions, 5 millions, on doit s'attendre à un appel d'offres dans l'Union? Est-ce qu'on va recoder le marché public au Gabon? Il y a une phrase qui est souvent dite, c'est nul n'est censé ignorer la loi. Au Gabon et en République gabonaise, il y a un code des marchés publics. Il y a des marchés qui sont attribués en gré à gré jusqu'à un certain montant. On ne va pas faire un appel d'offres pour un marché de 2 millions parce que même l'appel d'offres que vous allez faire, vous allez payer un communiqué dans les journaux, ça va vous coûter plus cher que l'offre en elle-même. Donc, il y a des textes en vigueur. Le code des marchés publics, il existe. Maintenant, le tout, c'est qu'il soit appliqué strictement. Et la volonté aussi sur le code des marchés publics et sur la commande publique, c'est ce que le Premier ministre aussi a dit, c'est la volonté de favoriser les entreprises nationales, de favoriser le tissu économique gabonais. On a des grands appels d'offres qui coûtent des milliards sur des projets structurants, où aujourd'hui on n'a par exemple pas les compétences au niveau national pour réaliser un marché. Par contre, dans la sous-traitance, sur ce marché-là, il y a certains pans qu'on peut attribuer à des entreprises gabonaises. Je prends l'exemple de la Transgabonaise. Ok, on a signé avec Meridiam
qui est une entreprise importante et qui sait faire. On va avoir des grandes entreprises qui vont venir, mais sur certains tronçons, sur certains travaux, on peut prendre l'entreprise de Mosley, on peut prendre l'entreprise de Dafresh, on peut prendre l'entreprise de Gina pour venir. Et ça permet de booster le tissu économique local, d'apporter des marchés et que l'argent public, la commande publique, participe à favoriser les entreprises nationales. Il y a des auditeurs qui demandent, bon, pas des auditeurs, il y a un auditeur qui demande si derrière cette task force ne se cache pas une chasse aux sorcières, parce que certains hauts responsables de la présidence veulent se débarrasser de certains responsables de l'administration. Je pense que il y a pas de chasse aux sorcières. C'est pas les hauts cadres de la présidence qui ont amené certains hauts cadres à avoir des agissements, ou à être indélicats, ou à donner des marches à gré à gré, ou à valider des surfacturations. Est-ce que ces faits-là sont avérés qu'il y a eu des indélicatesses quand même, parce que sur certains dossiers, vous ne faites que l'avancer. Oui, sur certains dossiers, oui. Après, c'est ce que je dis. Il y a la différence entre la transparence, qu'on peut dire, et la transperçance. La transperçance, c'est de dire, on va donner toutes les informations. Sauf que comme on va avoir des actions en justice, c'est ce que je disais hier sur un autre plateau, si on donne des informations qu'on n'a pas le droit de divulguer, et que du coup la personne sort parce qu'il y a eu une information sur la place publique, on dira on a fait exprès de sortir cette information-là pour qu'elle ne soit pas jugée. Donc maintenant, le temps, c'est de laisser maintenant le temps judiciaire. Comme je dis, il y a la volonté politique, il y a les outils qui ont été renforcés, il y a la task force qui a été mise en place, il y a différents dossiers qui ont été montés, à la justice de faire son travail. Et la chasse aux sorcières, non. Comme je dis, la première volonté, c'est de tenir les engagements. Je pense que les entreprises qui avaient cette dette de moins de 70 millions, qui pour certaines attendaient ça depuis plusieurs années. Aujourd'hui, je pense qu'elles ne vous parlent pas de chasse aux sorcières. Elles sont très heureuses d'avoir touché leur argent. Elles ont peut-être pu réinjecter un peu d'argent pour faire d'autres marchés. Ça permet de tenir la crise, ça permet de payer les salaires, ça permet d'éviter des pertes d'emploi. C'est ça le cercle vertueux autour de la dette intérieure. Est-ce que vous pensez que tout ceci, de votre point de vue, participe à la solidification de la confiance qui devrait exister entre l'État et les entreprises? Parce que aujourd'hui, pour une entreprise, elle se dirait, dès que tu as un marché avec l'État, marché avec l'État égale problème. Problème pour payer, problème pour justifier tout, même lorsque on a son marché qui s'est bien déroulé. Vous l'avez dit vous-même, il y a des entreprises qui avaient des marchés de moins de 70 millions qui attendaient le paiement depuis des années. Comment une entreprise fait pour survivre lorsque pour un travail donné, elle doit attendre plusieurs années pour être payée? Justement, comme je disais, le but, c'est qu'on a la dette réelle, sur les engagements réels, on paye. Il y a des situations qu'on ne peut pas anticiper. La crise de la Covid-19, on ne pouvait pas l'anticiper. La chute du baril du pétrole, on ne pouvait pas l'anticiper. Tout ça, ça ralentit. Ça réduit les marges de manœuvre qu'on avait. Mais pour autant, on doit rester sur les engagements. Et sur la question par rapport à l'État, est-ce qu'on doit avoir des craintes ? Les personnes qui doivent avoir des craintes, c'est les entrepreneurs indélicats. C'est les personnes qui ne vont pas avoir les marchés par la voie normale, qui ne vont pas respecter le code des marchés publics. Mais prenez la chose à l'inverse. Je suis un entrepreneur citoyen, respectueux. J'ai mon entreprise, je suis établi, je paye ma CNSS, je paye ma CNAMGS, je participe au financement du filet social. Et quand il y a une offre publique, de commande publique, quand je viens participer, je perds pas parce que la personne a une meilleure offre que moi, mais parce qu'elle va donner 10 000, 20 000, 50 000, 100 millions derrière. C'est ça. Et on perd cette notion d'égalité des chances et on perd cette notion de concurrence pure et parfaite. Et la volonté, justement, c'est de travailler avec des entreprises qui vont respecter leurs engagements. L'État va respecter les engagements. Et justement, ça va donner plus de crédibilité encore à la signature de l'État. Parce que le jour où on prend un marché, on sait qu'il a été bien pris, dans les bonnes conditions, que le travail va être bien fait. Et du coup, on paye. Vous voyez ? Monsieur le porte-parole, je voudrais savoir si le paiement des rappels des fonctionnaires aussi est concerné, car c'est aussi une dette intérieure de l'État. Alors là, c'était la task force, c'était sur la dette intérieure par rapport aux entreprises. Le rappel de l'État, c'est autre chose. Sur les situations qui existent, il y a un dialogue qui a toujours été mis en place. Comme je disais, on a des situations exceptionnelles. On a une baisse de la trésorerie, on a une baisse des recettes. Mais il y a toujours eu ce dialogue pour pouvoir solutionner les problèmes. Dire qu'on va pouvoir prendre un arriéré qui existe depuis 4 ans et le solutionner d'un coup, ce serait une hérésie. Maintenant, on discute avec les partenaires, on a un dialogue, les ministres de tutelle discutent avec les syndicats, ils vont dire, OK, sur cette partie-là, ce qu'on peut faire aujourd'hui avec l'argent qu'on a, parce qu'on ne va pas l'inventer, c'est de pouvoir résorber cette dette sur
tant de mois, sur 1 an, de vous donner tel pourcentage au départ et ensuite d'accès. C'est comme ça qu'on peut fonctionner et qu'on peut résorber la dette intérieure, que ce soit sur les entreprises ou par rapport à certains fonctionnaires. C'est ce que pense la présidence ou c'est le gouvernement qui devrait penser ainsi? Non, c'est ce que pense le chef de l'État, c'est ce que pense l'exécutif et c'est ce que pense le gouvernement. Mais à la lumière de ce qui se passe sur le terrain, on se rend bien compte qu'aujourd'hui, la majorité des mouvements sociaux qui sont actuellement sur le terrain, on parle du paiement de cette dette qui est en rapport avec tu les appelais comment? Les fonctionnaires. Cette dette C'est liée pas moi, c'est la question des auditeurs. oui, bien sûr. Donc, il y a également que les situations administratives sont bloquées. Est-ce qu'aujourd'hui, dans l'environnement qui est celui, aussi bien à la présidence de la République qu'au gouvernement, on peut quand même nous attendre à une accalmie sociale d'ici là? Il y a un travail qui a été fait. Je prends l'exemple du ministère de l'économie. Il y avait eu un dialogue. Il y a certaines intégrations qui ont été faites. Mais les régies financières sont toujours en grève. Oui, par exemple, les régies financières demandent certaines primes. Comme je dis, ces primes-là, pour les avoir, pour les payer, il faut avoir les moyens de les payer. Maintenant, il y a toujours cette discussion-là. Je crois qu'il y a une des régies qui a décidé de suspendre un peu son mouvement. Oui, voilà. Donc tout arrive dans le dialogue. La volonté de l'État, c'est de le dialogue et de tenir les engagements. Maintenant, si c'est pour juste venir dire OK, on vous paye votre prime demain alors qu'on n'a pas la capacité financière de le faire, c'est contre-productif. Le tout, c'est de dire, voilà, nous, on peut s'engager sur ça, ça, ça et ça. Et quand on s'engage, c'est de pouvoir tenir. Mais accepter aussi qu'on est dans une situation exceptionnelle, qu'on est dans une crise exceptionnelle et que même si la situation est difficile dans notre pays, il y a d'autres pays pas très loin de nous et dans le monde entier où les économies s'écroulent, où on a des défauts de paiement, où on a la dévaluation pour certains qui est en train de s'approcher, voilà, et de se profiler. Ce qui n'est pas notre cas ici. On a eu des efforts qui ont été faits les dernières années. On a eu un travail de réforme. On avait des points de croissance qui étaient prévus. On a la Covid-19 qui est arrivée. Sauf qu'aujourd'hui, les efforts qu'on a menés, ça a permis de tenir. Ça a permis que l'État apporte, en plus de l'accompagnement économique aux entreprises, l'accompagnement social, que ce soit la banque alimentaire, les mesures de gratuité, etc., etc. Ou même la prise en charge totalement gratuite des patients Covid-19. Donc on a eu tout ce travail qui a été mené et comme je le disais au départ, le dialogue va permettre de régler les différentes situations. La dette intérieure vis-à-vis des entreprises implique également ce qu'on considère aujourd'hui comme un talon d'Achille du président Ali Bongo, notamment la route. Il a fait des sorties récemment. Quel est le constat qui se dégage? La sortie sur la route, c'est la volonté du président de la République de toucher du doigt le quotidien des Gabonais. Comme il a toujours dit, il a à cœur d'améliorer ce quotidien-là, d'améliorer les conditions de vie. Donc il a fait cette sortie, il allait dans des quartiers Est-ce que vous pouvez nous rappeler les zones qu'il a exactement vues? Alors, il est allé à Ali Banding, vers le camp... Le camp de la Cité des Marins. La cité des Marins. On est ensuite allé tout derrière le camp de Gaulle, à Nzayon, au Carrefour GP. On est allé à Sameton du côté d'Ovendo, derrière la pédiatrie, où on a des axes routiers qui sont dans un état très compliqué. Suite à ça, aujourd'hui... Très compliqué, c'est pas un euphémisme, monsieur le porte-parole? Très compliqué. Suite à ça, vous avez des travaux qui sont déjà en cours. On a déjà des axes où il y a un travail qui est en train d'être mené. Il y a un appel d'offres qui a aussi été fait pour certaines artères de Libreville. Donc ce travail-là, il va être fait. Mais aujourd'hui, comme je dis, on a besoin de marge de manœuvre, on a besoin de retravailler sur notre système et d'améliorer les choses et de moderniser certaines choses, comme je dis, pour dégager de l'argent et financer cette réhabilitation de route, pour financer le paiement de certains arriérés et pour solidifier le système social qu'on a au Gabon, notamment la CNAMGS, qui est quelque chose que beaucoup de pays nous envient. Alors, monsieur le porte-parole, je sais que la question n'a rien à voir avec la thématique de ce jour à propos de la task force, mais il y a un auditeur qui travaille dans le domaine de l'agriculture qui dit quand est-ce que la présidence de la République et le gouvernement va s'intéresser au problème de l'octroi des terres au Gabon, quand on sait que les terrains en ville et aux alentours ont été attribués de gré à gré à des gens et que nous, quand on veut lancer nos business,
baisse, il n'y a plus d'espace en réalité. Alors, sur l'agriculture, je pense qu'il y a des grosses avancées qui se font. Il y a le travail du ministre Biendi, qui travaille sur les zones agricoles prioritaires, qui sont en train d'être déterminées et qui pourront être attribuées dans le cadre de cette politique de sécurité alimentaire. Il y a aujourd'hui le plan national d'affectation des terres qui travaille aussi pour savoir quelles sont les terres qu'on va pouvoir cultiver, quelles sont celles qu'on doit préserver, parce qu'on reste un pays champion de l'environnement. Donc il y a toute une politique autour de ça. La réalité, c'est que tout le monde le sait, on importe énormément de denrées alimentaires. Énormément. C'est un champ d'opportunités qui est très important. Pour développer ce secteur-là, il fallait travailler sur les terres. On a aussi la politique semencière sur laquelle travaille le ministre Biendi. Donc il y a des choses qui se font et qui permettront aux Gabonaises et aux Gabonais d'avoir des terres, peut-être pas en périphérie directe de Libreville ou de la capitale, mais d'avoir l'intérieur du pays. Tout à l'heure, je parlais de la transgabonaise. C'est pour ça qu'on dit que la route aussi est un vecteur économique. Si vous avez une forme d'autoroute sur l'axe Libreville-Franceville, tous les villages qui sont au bord de cette route-là peuvent cultiver, peuvent avoir des camions à qui ils vont vendre, ils vont pouvoir envoyer leurs marchandises sur la capitale. Donc c'est tout ce système-là qui est en train d'être développé. Monsieur le porte-parole, les entreprises qui seront légalement plébiscitées par la taxe seront payées à partir de quand ? On a ces premiers décaissements de 4 milliards sur les moins de 70 millions. Là, il y a le travail qui est en train d'être bouclé. Au moment où on parle, on a encore des dernières équipes qui sont sur le terrain pour vérifier les travaux. Et ensuite, en fonction des conclusions, plus de la capacité de l'État et des finances de l'État, on pourra dire, voilà, les moins de 100 millions, ce sera dans tant de temps. Donc, je ne vais pas faire d'effet d'annonce en disant ce sera dans une semaine, dans 10 jours ou dans un mois. Je laisserai les autorités compétentes l'annoncer en temps et en heure. Malgré Dernière question. Malgré les dysfonctionnements et les malversations constatées, est-ce qu'il y aura quand même des remboursements sur les dépenses faites par les entreprises comme l'exige le code des marchés publics en termes de préfinancement? Est-ce qu'il y aura quand même des remboursements? Bien sûr, c'est ce que je disais tout à l'heure. La volonté, c'est de payer ce qu'on doit réellement. Si un entrepreneur a eu un marché de la route et qui devait faire une route bitumée et qu'il a fait déjà la route en latérite, on va payer pour la route en latérite. Mais il est hors de question de payer pour la route bitumée alors qu'elle n'a pas été faite. Le but, comme je dis, c'est de tenir les engagements. C'est que les deniers publics qui soient utilisés, la dépense engagée ait eu un impact sur le terrain. Un impact aussi que les populations puissent voir. Et c'est cette notion-là qui est importante. Parce que 1000 francs qui sont subtilisés, ça évite, ça empêche les constructions de classes, ça empêche de payer les retraites, ça empêche de financer les médicaments, ça empêche de payer les bourses et c'est la machine qui s'enraye. Donc aujourd'hui, avec la task force, il y a eu ce travail, il y a des engagements qui seront tenus sur une dette réelle et ça permettra de donner aussi une bouffée d'oxygène au tissu local et aux entreprises. Monsieur le porte-parole, une dernière question. Cette fois-ci, toujours rien à voir avec la task force. on va parler de choses un petit peu positives. Dernièrement, on a vu le président... C'est une chose positive, la task force. Oui, enfin, je veux dire un peu positive, qui tourne pas autour de l'argent, je voulais dire. Alors, dernièrement, on a vu le président de la République dans la zone économique spéciale d'Uncock, qui a inauguré une entreprise de fabrication de médicaments et une autre de transformation du bois. À quoi est-ce que les Gabonais doivent s'attendre dans les prochains jours? Avoir du paracétamol made in Gabon? Alors, il y a deux choses. Destiné au marché local ou à l'exportation? Il y a deux choses. On a justement l'usine de la santé pharmaceutique. Ça naît de cette volonté de diversification de l'économie. Je reviendrai plus en détail sur le bois, mais aussi d'attractivité du pays pour les investissements directs étrangers. Ces investissements directs étrangers, ça représente quoi? Ça représente de l'emploi pour les Gabonaises et les Gabonais, que de l'emploi non qualifié et de l'emploi qualifié. Ça représente par la suite de l'impôt, de la taxe qui vont permettre justement de financer le système social. Et pour le cas de la santé pharmaceutique, on va pouvoir produire des génériques. Les génériques, en moyenne, c'est entre 30 et 40% moins cher que le prix du médicament actuellement. Donc les Gabonaises et Gabonais, ce qu'ils vont avoir en impact direct aussi, c'est de pouvoir acheter, comme je disais, du paracétamol, de l'ibuprofène ou autre, à des coûts moins élevés. Donc c'est ça l'avantage direct, par exemple, d'une industrie comme ça.
Et vous parliez sur est-ce qu'on peut répondre à la demande nationale. Ce que nous ont dit l'équipe dirigeante de la société, c'est qu'ils vont produire plus que le marché national. Donc on va avoir des médicaments made in Gabon qui vont être vendus à l'étranger, qui peuvent être vendus dans la sous-région ou même en Afrique de l'Ouest. Donc c'est encore la démonstration du savoir-faire qu'on a chez nous. Pour l'usine de bois, c'est l'exemple parfait de la volonté du président de la République et de sa vision. Quand il fait en 2010 l'interdiction d'exportation de grumes, il y a beaucoup de cris d'orfraie. Beaucoup de gens disent non mais vous vous rendez compte, on va s'écrouler, on vend énormément de bois brut, pourquoi on fait ça? Aujourd'hui, on a des usines qui font 3, 4 transformations, qui en plus de couper le bois, vont faire du contreplaqué, vont amener ensuite des meubles. Et tout ça, c'est une richesse additionnelle. C'est parce que votre table que vous allez vendre, vous allez la vendre plus cher que votre contreplaqué, que votre planche de contreplaqué. Mais plus cher, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il y a plus de valeur, donc il y a plus de TVA, donc il y a plus de taxes. Et ces taxes-là, au final, c'est l'argent de l'État qui permet, comme je disais, de financer la route, de financer les projets structurants, de financer le filet social. Et au final, c'est une grande réussite, parce que vous l'avez vu, le FDI Magazine a encore dit que la zone de Nkok a été récompensée par rapport au fait que ce soit la zone économique spéciale la plus attractive dans le secteur du bois. Donc ça, c'est ce qu'on veut répliquer. C'est ça la diversification de l'économie. C'est de se dire qu'on ne va plus dépendre seulement du pétrole, qui est encore une part importante et qui a encore de beaux jours devant nous, mais il faut qu'on soit capable de faire autre chose. Merci, monsieur le porte-parole. Je rappelais qu'on recevrait le porte-parole de la présidence. Le conseiller spécial porte-parole de la présidence de la République. D'accord. Monsieur Jessie et Laïkoga, avec qui on parlait de la taxe force. On vous remercie d'avoir accepté notre invitation et on vous souhaite de passer une bonne journée à l'écoute des programmes d'Urban FM. Merci, toujours un plaisir. Start Fresh Morning.